Bien le bonsoir, au programme de ce live on va aller voir le graphique d'Ethereum contre Bitcoin parce qu'il y a des choses assez intéressantes à regarder. On va ensuite spéculer, faire nos petites prédictions sur l'airdrop qui va arriver d'Arbitrum et je finirai par vous montrer mes stratégies du moment sur la DeFi. Avant ça, on commence d'abord par les petites news de la semaine. Donc j'ai une news pour aujourd'hui, c'est Microsoft Edge qui pourrait intégrer un wallet directement sur le navigateur. Bon, c'est pas nouveau, hein, on a déjà Brave qui fait ça. Ça m'étonnerait pas au fil du temps de voir des gros navigateurs genre Microsoft, Google finir par faire ça. Y a Opera aussi, je suis bête, qui fait ça, qui est un navigateur spécialisé crypto. Je sais pas trop ce que ça vaut, j'ai pas testé le navigateur d'Opera. Albacore, un utilisateur de Twitter connu pour révéler des fonctionnalités de logiciels avant leur sortie définitive, a rapporté que Microsoft prévoyait d'intégrer un portefeuille Web3 au sein de son navigateur Microsoft Edge. On verra. Pour l'instant, c'est que des fuites, c'est même pas sûr, mais honnêtement, je n'ai aucun doute que ça puisse exister un jour. Bref. Petite news dans la DeFi assez marrante, il y a eu une disruption dans l'équipe de DeFi Llama et il y a quelqu'un qui avait voulu lancer un token, finalement pendant un moment il y a eu un fork, ça veut dire qu'il y a eu deux sites DeFi Llama, pendant un moment dans le week-end il y avait un fork, il y avait deux sites DeFi Llama, c'était assez rigolo, voilà, l'équipe il y avait eu des tensions un petit peu, finalement ils se sont rabibochés, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y aura pas d'airdrop, tout est ok, tout est cool. Bon, écoutez, c'est les feux de la DeFi, voilà. Prochaine news, Uniswap qui est live, ça y est, c'est sur la Binance Smart Chain. J'ai été voir au tout début, bon, ça a pas l'air d'être dingue pour l'instant, hein. Voilà, ça vient d'être lancé sur la Binance Smart Chain qui est quand même une blockchain où il y a déjà pas mal de concurrence, donc je sais pas si Uniswap va vraiment réussir à vampiriser un petit peu les liquidités de PancakeSwap. Pour l'instant, il y a très peu de TVL, hein. 8,46 millions, c'est très faible. On va aller sur DBank pour se donner une idée de combien un gros protocole sur la Binance Smart Chain a. On a 2,8 milliards sur PancakeSwap. Alors, il y a beaucoup de token cake sur PancakeSwap, forcément, ça aide un petit peu à pousser la TVL vers le haut, mais si on retire tous les cakes, ça fait quand même 1,6 milliard. On est très loin des 8 millions d'Uniswap, 215 millions sur Biswap, 219 millions sur Alpaca, même si c'est un peu différent Alpaca comme protocole, mais voilà, si on regarde quand même les gros protocoles, on est au minimum en dizaines de millions de dollars de TVL, même ApeSwap encore, 33 millions de TVL, voilà. Uniswap pour l'instant c'est pas trop ça. Bon, après, faut leur laisser le temps. Ça fait une semaine que c'est ça fait qu'une semaine que c'est déployé sur la Binance Smart Chain, évidemment. Va falloir attendre un petit peu. Quoique, ça va même faire un petit pic à 11 millions. Donc, il y a moins de TVL qu'au pic. On n'est pas sur la TH. En termes de volume, on a eu quoi? Ça, c'est par semaine, si je dis pas de bêtises. Volume sur 24 heures, 213 millions de dollars. Ah oui, là, pour l'instant, Uniswap est encore très loin derrière. En termes de liquidité, c'est un grain de sable. En termes de volume, c'est un peu plus que ça, mais pour l'instant c'est très loin. Évidemment ça va être le sujet du jour. Arbitrum qui a lancé son airdrop, il y a eu la petite vidéo en même temps pour annoncer l'airdrop qui est super sympa, franchement c'est super cool je trouve de leur part. Parallel Protocol, donc c'est Mimo, ceux qui émettent le stablecoin Parallel, c'est un stablecoin adossé à l'euro qui tourne plutôt bien à vrai dire. Ils ont lancé une proposition sur la gouvernance pour lancer un stablecoin dollar, à voir comment il va être collatéralisé parce que le par leur stablecoin euro est collatéralisé par de l'USDC, du Bitcoin, de l'ETH. Est-ce qu'ils vont faire exactement le même principe avec ce stablecoin dollar qui devrait s'appeler PAUSD? Bon, on verra. En tout cas, c'est même pas sûr que ce stablecoin va être lancé, mais ça pourrait toujours faire une option de plus. Il y aura peut-être des opportunités de farming avec, on sait jamais. Bitcoin Magazine qui poste que, attention, on peut acheter du real estate, de l'immobilier luxueux, même, attention, luxueux, à Lugano en Suisse et on peut payer en Bitcoin et en USDT. Bon alors cette news elle est pas très étonnante parce que Lugano c'est je sais plus si je crois que c'est une ville si je dis pas de bêtises où on peut déjà payer ses impôts en Bitcoin. Il y a McDo qui accepte déjà Bitcoin et USDT. Enfin, en tout cas il y a une news par rapport à ça, j'imagine que c'est encore le cas. Donc c'est pas très étonnant de voir cette ville avec des news reliées aux crypto. Mais quand même franchement j'ai l'impression que maintenant on peut tout faire là-bas avec du Bitcoin. Donc écoutez go. Après je sais pas en termes d'imposition comment ça se passe. Est-ce qu'on doit déclarer des plus-values ou quoi que ce soit? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais à voir, à creuser, hein, si vous avez envie de déménager, de voir de nouveaux horizons. Look on Chain
Blockchain, c'est un compte assez intéressant sur Twitter qui vous montre un petit peu des choses qui se passent directement sur la blockchain. Et là, il y a une adresse qui a déposé des liquidités sur Uniswap. Donc, il a déposé 10 548 Ethereum. C'est une baleine, hein. Très clairement, c'est pas mal de sous-sous, hein, 10 548 Ethereum. Et il a sorti combien? Et ben, il a sorti la même quantité d'Ether. Non, pas la même quantité d'Ether, pardon. Il a sorti 10 906 Ethereum et 26 Bitcoin. J'en avais parlé d'Uniswap, j'avais fait un sujet justement pendant un live où il y a des stratégies qu'on peut faire qui peuvent être ultra intéressantes pour grind, pour récolter les frais de swap. En gros, on peut juste se mettre à un prix bien précis et quand la crypto va arriver à ce prix-là, les gens qui vont échanger vont donner plein de frais à la pool de liquidité. Enfin, je vous invite à aller voir le sujet hein, sur Uniswap si ça vous intéresse. Là, j'ai essayé d'expliquer très rapidement, c'est pas très compréhensible, mais voilà, il y a des stratégies pour la smart money qui fonctionnent très bien sur Uniswap. C'est assez adaptable hein, pour les plus petits portefeuilles sur Polygon par exemple. En fait, pour profiter de ce genre de stratégie avec les frais, il faut essayer de trouver une crypto qui va rester stable pendant une petite période ou pas trop bouger, histoire de grind, de récolter le plus de frais possible. C'est pas forcément facile à faire. Mais bon, parfois ça marche et là, voilà, 1 million de dollars, c'est pas dégueu. Flash info, mais ça vous l'avez peut-être vu passer, la Fed, la BCE, la Bank of Japan, BOC, BOE, je sais pas, et la Banque nationale suisse annoncent un programme conjoint exceptionnel d'amélioration des liquidités. Bon, ça fait suite à tout ce qui se passe en ce moment autour des banques américaines, etc. Et pas que d'ailleurs. Il y a aussi Crédit Suisse, par exemple, en Suisse. C'est le caca. Ça sent pas très bon en ce moment du côté des banques. Donc, ça va imprimer à fond hein, du côté des banques centrales, etc. À mon avis, à court terme, c'est très bon signe pour les actifs numériques, genre les cryptos, les actions aussi, l'or. Je pense que ça va nous retomber sur la gueule tôt ou tard. Là, ça c'est que ma spéculation, quoi. Hein. Ne vous avancez pas trop sur mes paroles, mais ça m'étonnerait pas d'avoir un semestre 2023 qui pète tout niveau crypto, actions, métaux précieux, et sur la fin du second trimestre, que ça commence à être très chaud, à dégringoler et tout. Alors on va pas revenir à un Bitcoin à 10 000 dollars ou quoi. Hein. Peut-être qu'on va être à, j'en sais rien moi, 40 000 sur Bitcoin et qu'on va redescendre à 30 000, vous voyez, ou 25 000. Petite news, mais sympathique, on va en reparler un petit peu après. C'est Balancer qui s'est déployé sur la Gnosis Chain. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. En ce moment, la Gnosis Chain, il y avait pas beaucoup d'innovation autour, il se passait pas grand chose. Et là, c'est cool de voir un gros protocole qui se déploie là-bas. Ça va peut-être amener des liquidités, peut-être une hype sur cette blockchain. On a eu la hype sur Optimism, il y a eu Arbitrum. Pour ceux qui sont vraiment très DeFi, il y a eu la hype et elle est encore en cours sur Kava. Petite news aussi du côté de Circle qui fait de la France la base de ses opérations réglementaires en Europe. Alors la France, on dit souvent que niveau crypto c'est pas terrible, mais en vrai c'est un des pays qui a le plus contribué à la régulation, dans le sens où on a mis assez tôt des règles claires au niveau des cryptos. C'est la fameuse règle de tant que vous sortez pas vos cryptos contre autre chose que des cryptos, il n'y a pas d'impôt. J'entends dire des fois qu'on peut échanger des cryptos contre d'autres actifs, ou pas des cryptos mais d'autres actifs genre de l'or ou quoi, ou alors les dépenser contre des cartes cadeaux par exemple. Ça normalement c'est imposable, la loi elle est assez claire, hein, je trouve assez limpide là-dessus. Je sais plus exactement comment c'est dit, mais en gros toute transaction qui vous fait sortir de la crypto c'est imposable. Petit airdrop en plus d'Arbitrum, moi j'ai pu y bénéficier, LaserSwap. Alors à mon avis là il y a probablement personne qui connaît sur ce live et sur la rediff, mais il y a une blockchain qui s'appelle Thundercore dont j'ai parlé quelques fois. L'avantage de cette blockchain c'est que on peut l'utiliser littéralement avec 0$ et commencer à tester un petit peu la DeFi, parce qu'il y a un petit peu tout là-bas. On a des protocoles de prêt d'emprunt, on a des protocoles comme PancakeSwap avec des pools de liquidité, et il y a quelques mois il y a LaserSwap qui a été créé tout simplement, et je sais plus si j'en avais parlé sur la chaîne de Crypto Future ou sur ma chaîne à moi en live, mais voilà, j'avais dit que ça pouvait pas être bête si on avait des sous sur Thundercore de swapper des cryptos avec LaserSwap, et finalement ça a pas été bête. Moi j'ai reçu un airdrop sur 3 adresses, à peu près 35$ par adresse, donc c'est plutôt cool. Bon là pour le coup le token il s'est un peu pété la gueule et ça va pas s'améliorer avec le temps, mais le souci c'est que ça y est, le lancement des pools de liquidité avec les rewards a été lancé, et à mon avis le token laser va être dump très fortement. Donc si jamais vous avez utilisé ce protocole, essayez d'aller
voir si vous êtes éligible avec vos adresses. Vous n'avez même pas besoin d'aller quelque part en fait. Vous allez sur LaserSwap directement et vous voyez si vous avez du token laser dans votre portefeuille. Normalement, ça a été airdrop directement sur votre adresse. Vous n'avez pas besoin d'aller réclamer quelque chose là-bas. Je me suis rendu compte que j'avais fait une vidéo sur O3Swap, donc un bridge, et dans cette vidéo, justement, à un moment, j'allais déposer des tokens Ethereum sur la blockchain Arbitrum, et c'est ça précisément qui m'a qualifié à l'airdrop sur mon wallet que j'utilise dans les vidéos YouTube. Voilà, hein, ça vaut le coup de temps en temps d'aller faire des vidéos et d'aller jusqu'au bout, de vous montrer comment ça se passe quand on dépose des cryptos sur un protocole. Premier sujet du jour, c'est ETH contre BTC. J'ai pas tant de choses à dire par rapport à ça. À mon avis, il y a peut-être un coup à jouer. Bon, c'est peut-être un peu trop tard, peut-être qu'on a déjà trouvé le bottom. En gros, là, je suis sur le graphique de ETH contre BTC. Ça veut dire que quand le graphique monte, Ethereum, il fait une meilleure performance que Bitcoin. Alors ça veut pas dire que le prix d'Ethereum augmente. Si Ethereum il fait moins 5% et que Bitcoin il fait moins 30%, bah mathématiquement Ethereum va faire une meilleure performance, donc sur le graphique il va remonter. Et du coup j'ai été curieux, j'ai voulu regarder un petit peu le graphique et vous voyez que j'ai tracé des boîtes, des rectangles, et en fait c'est les zones où c'était relativement plat on va dire, et aussi ça correspond à des zones où on était plutôt en marché baissier sur le marché crypto. Donc là c'était en 2015, là c'était en 2017, là c'était en 2019, et là bah, c'est depuis 2021. Alors je suis pas trop satisfait de cette boîte là, la grande, parce qu'elle commence alors que bah, on était encore en bull run dans cette phase de 2021. C'est pour ça que j'en ai mis une deuxième plus petite, ça pourrait être celle-là qu'il faudrait prendre en compte dans le dur du bear market, je sais pas. Ce que je remarque c'est que à chaque cycle on est de plus en plus haut. Alors ça veut pas dire que ça va continuer une cinquième fois, ou ça veut même pas dire qu'il y aura un prochain cycle d'ailleurs. Mais voilà, il y a quand même une tendance qui se dessine, et est-ce que ça du coup c'était un point bas comme on a eu un peu à chaque cycle? Est-ce que bah, là on est dans un cycle qui est totalement différent et du coup on peut plus trop s'y opasser pour bah, imaginer ce qui peut se passer, ce qui peut arriver à l'avenir? Moi je trouve quand même que c'est pas grand chose, mais c'est assez intéressant de voir ça, de voir qu'à chaque cycle on a eu un niveau ETH BTC qui a augmenté progressivement. Alors forcément oui, il y a des moments où ça a été très haut, il y a eu des grosses corrections etc, c'est très volatile évidemment, mais il y a l'air d'y avoir une tendance qui se dessine. Et souvent aussi, pas souvent, hein, sur 3 fois où c'est arrivé, il y a 2 fois où en sortant de la boîte que j'ai tracée, qui est très arbitraire évidemment, boum, le ratio ETH-BTC a explosé, vous voyez? Ou alors, ici éventuellement il a explosé, mais plus tard, après la box. Ensuite, il y a une deuxième chose à laquelle je me suis penché, c'est de voir les corrections qu'on faisait à chaque fois sur Ethereum contre BTC. Donc les corrections, c'est quand on baisse, évidemment. Et bon, forcément, il y a des moments où c'était vénère. Genre si on prend de là à la baisse la plus basse, on est sur du moins 82%. Ça fait mal, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici par exemple, tac, là on est sur du moins 50%. C'est à peu près le même moment de marché on est que sur ce cycle. Donc je suis pas sûr que ce soit ultra pertinent qu'on refasse un moins 50% ETH contre BTC, surtout qu'il y a la mise à jour Shanghai qui arrive, etc. En revanche, ce qui m'a l'air d'être plus pertinent, c'est que bah, plus on avance et moins on fait des corrections prononcées en fait. Parce que de toute façon c'est assez logique, hein. ETH et BTC c'est des actifs qui deviennent de plus en plus capitalisés, c'est des actifs qui deviennent de plus en plus gros, donc ils ont de moins en moins de volatilité au fil du temps, hein. C'est assez logique par rapport à ça. Mi-2021 plutôt on était sur du moins 30%, qu'est-ce qu'on a fait ici début 2022, moins 24%, qu'est-ce qu'on a fait encore ici, boum, dans mi-2022, moins 30% si on prend du point ici au point bas, et qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Eh ben on n'est pas du tout sur une correction aussi prononcée que ça. On pourrait croire quand même en regardant le graphique, mais pourtant c'est pas si énorme puisqu'on est sur un moins 10%, moins 13%, ça dépend de où à où on prend, peut-être même gratter moins 15% si on prend vraiment le haut de la mèche ici. Qu'est-ce que c'est ma théorie par rapport à ça? Pourquoi je pense que c'est intéressant malgré qu'on n'ait pas fait une correction ultra élevée, on n'a pas fait un moins 20, un moins 30% sur ce graphique, mais pourquoi je pense que c'est hyper intéressant? Comme je l'ai dit déjà, il y a le fait qu'au fil du temps c'est des actifs plus capitalisés, mais ça c'est valable aussi pour les amplitudes qu'on a entre 2021 et 2022. Or on a vu des fois il y avait des moins 30, des moins 25%, donc pourquoi là on ne referait pas un moins 25, moins 30%? La mise à jour Shanghai, peut-être une grosse adoption d'Ethereum une fois qu'on pourra le retirer du staking, et que ça inversera en fait toute cette tendance. Et il y a aussi le fait que généralement quand on sort un petit peu d'une boîte comme ça fait boum après. Bon, ça c'est pas sûr que ça se reproduise encore une fois, on verra. Ce qui peut être intéressant c'est de convertir des bitcoins contre de l'Ether quand on baisse, parce que si on remonte après, on va accumuler plus de BTC comme ça, parce que c'est Ethereum contre BTC. Alors,
on en arrive enfin, le sujet brûlant du jour, l'airdrop d'Arbitrum. Mais avant ça, il faut que je flex un petit peu. Je vous ai dit, grâce à la vidéo que j'ai fait, je suis éligible à airdrop. Donc on va parler un petit peu de cet airdrop, faire des petites spéculations, des petites prédictions autour du prix du token. Donc c'est assez important de prendre en compte aussi la phase de marché, la hype aussi qu'il peut y avoir autour d'un projet. Et Arbitrum, il y a beaucoup de hype, franchement. Si on va sur DeFi Llama, pour le coup Optimism, le token OP a explosé récemment, mais la TVL n'a pas spécialement suivi sur Optimism. Enfin si, il y a eu beaucoup de TVL qui ont été ajoutés quand il y a eu l'airdrop, etc. Mais il y a quand même 2 fois moins de TVL que sur Arbitrum. Et Arbitrum, ils n'avaient pas encore lancé leur airdrop. Hop, donc je vous montre déjà, ça c'est la première donnée, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps. Ça c'est la TVL, donc les liquidités, les sous-sous qu'il y a sur la blockchain Optimism. Donc ça c'était avant l'airdrop, il y avait à peu près 300 millions de TVL, il y a eu des pics un peu au-dessus à 400 millions, et boum, c'est monté d'un coup à plus de 1 milliard de TVL. Forcément, hein, ça a été propulsé entre autres par le token OP, parce que il a pris pas mal de place sur la blockchain, et aussi parce que il y a des gens qui ont amené des liquidités sur cette blockchain, parce qu'il y avait pas mal de stratégies à faire pour récupérer des intérêts en OP justement. Quand il y a eu le crash de FTX, il y a eu beaucoup d'argent qui sont sortis des protocoles de la DeFi, mais voilà, depuis c'est revenu, on est autour de 1 milliard. Arbitrum du coup, qu'est-ce que ça donne? Arbitrum, franchement c'est ouf, hein. C'est monté très très vite la TVL en 2021, ça a atteint en quelques mois 2 milliards de TVL, ensuite ça a fait un peu le yo-yo, c'est descendu à 1 milliard à peu près, et là depuis début 2023, il y a vraiment une grosse hype autour d'Arbitrum, il y a énormément de projets qui attirent les liquidités, surtout avec le lancement du token. Alors est-ce que ça va faire comme Optimism du coup, où dès que le token va être lancé, la TVL elle va faire elle va exploser? C'est possible, en tout cas s'il y a 1 milliard, je sais plus exactement, on va aller voir, mais s'il y a 1 milliard de tokens qui sont airdroppés, qui valent tous 1 dollar, mathématiquement ça ajoute 1 milliard de TVL à Arbitrum. Donc là c'est ma petite prédiction perso, mais Arbitrum il va être à au moins 3-4 milliards de TVL d'ici quelques mois, voire quelques semaines. C'est ma petite prédiction perso. En termes de prix, qu'est-ce qu'il en est? Là c'est un peu plus compliqué en termes de prix. On va aller voir les tokenomics de Arbitrum, et on va aller voir aussi les tokenomics de Optimism, parce que c'est quand même un peu comparable. Les deux projets sont des layer 2 d'Ethereum, il y a des similarités, hein, on paye les frais en Ethereum, on a pas mal de projets DeFi. Bon, Arbitrum est un peu plus développé qu'Optimism, mais il y a quand même des choses à comparer. Donc là c'est les tokenomics du token d'Arbitrum. Le token n'est pas encore lancé au moment où je fais ce live, où j'enregistre cette vidéo pour ceux qui sont sur la rediff, et pour l'instant c'est ça la répartition des tokens. Donc il y a 43% qui vont être distribués à la DAO d'Arbitrum. Attention, hein, là, les cryptos, tout ne va pas être déployé directement le premier jour. Si je dis pas de bêtises, il y a des trucs qui vont être vestés, donc qui vont être déployés linéairement au fil du temps pendant plusieurs années. Donc ça va être... voilà, on a le temps, hein, on a le temps de voir venir l'inflation. Mais voilà, déjà, il y a 43% qui est réservé pour la trésorerie d'Arbitrum. Je sais pas exactement si ce qu'ils considèrent dans la trésorerie, ça va être des tokens Arbitrum qui vont pouvoir déployer sur la DeFi en fait, comme on a sur Optimism. On a évidemment 27% pour la team et les futurs membres de la team et les advisors, les conseillers si je dis pas de bêtises. C'est plutôt élevé, mais franchement quand on compare à des trucs comme Aptos ou quoi, il y a pire. Franchement il y a pire comme tokenomics, même si bon, ça fait quand même une grosse partie pour la team, etc. La team, je suis pas sûr à 100% qui dump à fond les tokens. Tout ce qui va être investisseur conseiller, là on sait pas. Individual wallets, dans la répartition, c'est 11% qui vont être distribués à des gens, donc c'est typiquement l'airdrop en fait qu'on va recevoir. Donc quand même 11,6% des tokens Arbitrum sont déployés dans l'airdrop. C'est beaucoup, mais si je me trompe pas, Uniswap de mémoire c'était 5% des tokens, un truc comme ça. Optimism c'était 5% aussi, on peut le voir, hein. User airdrops ils ont alloué 19%, mais dans le premier airdrop qu'il y a eu 5% d'un coup, et les 14% c'est petit à petit. Il n'y a pas très longtemps il y a eu un petit airdrop d'Optimism, j'avais reçu je sais pas, peut-être une dizaine de tokens Optimism sur 2 adresses. Franchement c'est que dalle, mais écoutez, pourquoi pas. Le point le plus important que je n'ai pas passé, c'est le nombre de tokens qu'il y aura au maximum en circulation. On va directement aller sur la source officielle. Il y aura 10 milliards de tokens Arbitrum. C'est pas déconnant, hein, parce que le token Optimism c'était pas mieux. Au passage d'ailleurs, si vous voulez réclamer le token d'Arbitrum, c'est sur Ethereum.
la blockchain Ethereum, pas sur la blockchain Arbitrum, je le précise au cas où. Donc il faut avoir de l'Ether sur la blockchain Ethereum et il faut être prêt à passer les transactions. Ça va être la merde si vous voulez être lato, parce que qu'est-ce qui se passe sur Ethereum généralement quand il y a des gros événements comme ça? Les frais de transaction, c'est la folie. Ah là, va falloir s'attendre à voir du 100 Gwei à payer ces transactions à 30 balles, à 50 balles, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, je vois 3 scénarios qui devraient coller, je pense, à Arbitrum. Certes, voilà, 3 scénarios, c'est ça baisse, ça monte, ça stabilise. Un peu plus, on va être un peu plus précis que ça. Pour moi, le premier scénario, c'est un scénario comme à la Optimism, où premier jour de listing, beaucoup de volatilité, ensuite on stabilise à un prix relativement élevé, on va dire, les premiers jours, et au bout de quelques jours, une semaine, boum, ça dump assez violemment. Voilà, les gens, ils commencent à vendre leurs tokens, et au bout d'un moment, voilà, les baleines passent par là, et elles commencent à accumuler du token OP, et vous voyez que ça s'est fait en 2 fois d'ailleurs, hein. C'est monté une première fois, il y a eu un dump, c'est remonté, pour l'instant ça stabilise. Voilà, je dis pas que Arbitrum va faire exactement parfaitement le même scénario, mais c'est le premier truc que j'envisage, c'est cette phase-là. Optimism, je trouve que le token, il est un petit peu, honnêtement, hein, moi j'ai pas spécialement envie d'en détenir, hein. C'est bien d'en farmer sur la DeFi, mais j'ai pas spécialement envie d'acheter du token OP. Je vois pas trop les raisons de le faire pumper, à part juste pour spéculer dessus, hein. Deuxième scénario que j'envisage, ce serait un scénario à la Coin98, pour ceux qui auraient suivi ça sur Binance, c'était il y a un petit moment, c'était en 2021. Alors là, forcément, on était encore en pleine effervescence, en bull run, ça a probablement aidé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le token de Coin98 a explosé à son listing, hein. Il a été listé à quoi? 7 centimes et demi, et il est monté à 3 $ au point le plus haut sur la première journée. Ensuite, la deuxième journée, voilà, il a fait une très belle performance. Il a stabilisé, il a fait un moins 50%, puis il a stabilisé, il a repump. Est-ce que Arbitrum ferait exactement pareil? Non, mais ce serait le deuxième scénario que j'envisage sur Arbitrum, ce serait un scénario avec un début similaire, un début explosif comme ça. Mais ça voudrait dire juste que Arbitrum a été listé à un prix trop bas, peut-être un truc comme 1 centime, 5 centimes, 10 centimes. Si Arbitrum est listé à 1 $, il y aura à ce moment-là 1,1 milliard de tokens en circulation. Donc ça veut dire que le token Arbitrum, il sera valorisé à 1 milliard de dollars. C'est pas dégueu, franchement, c'est pas dégueu, hein. Alors que s'il est listé à 1 centime, ça voudrait dire que le token d'Arbitrum, il est valorisé à 11 millions de dollars. Ça me paraît très peu, ça me paraît trop faible. Donc forcément, dans une configuration comme ça va être explosif. Dans une configuration à 1 $, ça risque d'être moins explosif, mais il y aura forcément beaucoup de volatilité le jour J, c'est sûr. Et il y a un troisième scénario éventuellement, comme Bifi, on va dire. Alors Bifi, c'est un peu plus particulier, hein. Le token existait déjà depuis un petit moment sur la DeFi, il a juste fini par être listé sur Binance. Alors là, on est sur la paire contre l'USDT. Au début, beaucoup de volatilité, et ensuite, voilà, le token ne plaît pas tant que ça, il a peut-être été listé trop haut, peut-être à 2-3 $, et il finit par dumper petit à petit. Bon, peut-être que ça va pas finir exactement comme Bifi, vous voyez que là, depuis un moment, il intéresse pas grand monde Bifi, et certes, hein, il est descendu à légèrement en dessous des 300 $, et là il est à quasiment 500 $, donc oui, c'est plus 60%, c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je peux imaginer si on a un Arbitrum qui est listé beaucoup trop cher, peut-être 3, 5, 10 $. Je suis pas sûr, hein, qu'il soit listé jusqu'à ce prix-là, mais on verra. Si on regarde sa FDV, la FDV, c'est la Fully Diluted Value, j'ai eu un peu de mal à le dire, mais en gros, c'est la market cap qu'aurait le token si tous les jetons étaient en circulation. Et là, on sait qu'il y en a 10 milliards qui seront en circulation au maximum, donc si on fait 40 $ fois 10 milliards de tokens, ça fait une FDV à 400 milliards, c'est 2 fois la market cap d'Ethereum, c'est beaucoup trop élevé. Pour moi, c'est beaucoup trop élevé. Du coup, on peut faire aussi ces projections avec un prix d'Arbitrum plus raisonnable, à 1 ou 2 $ par exemple. À 1 $, ça donnerait une FDV du coup de 10 milliards, ce qui franchement est assez élevé, mais c'est pas déconnant, hein. Ça l'amène au niveau de Polygon, au niveau de Solana. Pourquoi pas? Polygon, c'en est où au niveau TVL? Vous voyez, Polygon, il y a 2 fois moins de TVL qu'Arbitrum. Il y a 2 fois moins de TVL. Alors certes, dans le passé, c'est monté à 10 milliards pendant un moment, mais actuellement, Arbitrum a 2 fois plus de TVL que Polygon. Alors ça veut pas dire que comme il a 2 fois plus de TVL, sa market cap elle doit être 2 fois plus élevée que Polygon, mais pourquoi pas? Après, à mon avis, peut-être pas sa market cap, sa FDV peut être 2 fois plus élevée que Polygon, ce serait pas trop étonnant, et du coup sa FDV, ça amènerait à 2 $ fois 10 milliards de tokens, voilà, 20 milliards de FDV, voilà, donc un token à 2 $. Pour moi, ça me semble pas dégueu. Niveau comparaison avec d'autres blockchains, ça me paraît être le plus probable.
Après évidemment on est toujours surpris hein, sur la DeFi, hein. Vous le savez, enfin sur la DeFi, sur les cryptos en général, je pense que vous le savez hein, depuis un moment, qu'on est surpris et qu'on peut pas toujours tout anticiper. Mais franchement, je vois pas pourquoi il serait plus bas, pourquoi il serait plus haut. Ça a l'air vraiment d'être le prix qu'il mérite. Et après, c'est le prix qu'il mérite selon moi. Selon moi, Shiba, vous voyez, il mérite pas d'être top 14. Mais pourtant, il l'est. Petit rappel, mais selon ce que vous aviez fait sur Arbitrum, vous étiez plus ou moins éligible. Il y avait des critères à respecter. D'ailleurs, j'ai le seum, j'ai voulu tester Arbitrum Nova, j'ai jamais pris le temps de le faire. J'aurais pu être éligible à plus encore. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Il fallait bridger des quantités vers Arbitrum, déposer des liquidités sur Arbitrum. Bah, voilà, j'avais pas 250 000, hein, donc j'ai pas pu évidemment être éligible à ça. Mais pour ce qui est d'utiliser Arbitrum, ça va super vite, hein. Moi, j'ai fait que très peu de transactions, mais en fait, suffit que vous utilisez un bridge, suffit que vous utilisez un agrégateur, ça va vous faire interagir avec plein de smart contracts d'un coup. On peut voir qu'il y a une majorité écrasante de gens qui vont recevoir entre 625 et 1250 tokens, et on peut même élargir jusqu'à 2000 tokens. Voilà, hein, très clairement. Déjà, si on additionne tout le monde là jusqu'à 2500 tokens, on a beaucoup de personnes, hein. Attendez, il y a combien? 60 900, plus 121 000, plus 325 000. Il y a 507 000 personnes à peu près qui vont recevoir cette quantité-là. Et les gens au-dessus, ils sont très peu. Les gens qui sont au moins 5000 tokens, c'est des baleines. Et les baleines, pour Optimism, elles n'avaient pas vendu le token au début, hein. Pas toutes, évidemment, il y en a forcément qui vont vendre, mais moi, celles que je regardais n'avaient pas vendu le token au début. Et franchement, elles avaient bien fait. Certes, à court terme, c'était pas ouf, valait mieux le vendre, mais regardez comment ça avait pump après, et ça repump ensuite par la suite. Pas sûr qu'Arbitrum ça fasse pareil, mais c'était smart du coup de la part de ces baleines de pas avoir vendu. Bref, on verra. Ça à mon avis c'est plein de particuliers, de gens lambda qui vont sûrement dump assez rapidement leur token, assez évident. Donc quand on regarde la répartition, il y a quand même une grosse majorité des gens qui vont apporter une pression vendeuse, mais si on pondère tout ça, peut-être qu'ils n'ont pas une pression aussi écrasante qu'on pourrait le penser. Là, regardez le graphique, on dirait limite que les gens jusqu'à 2000 tokens, ils vont avoir 90% de l'impact, mais en fait non, parce qu'ils ont 5-10 fois moins de tokens que les gens au top du top. Et eux, est-ce qu'ils vont vendre? Je sais pas. Ce sera intéressant de regarder aussi ce que vont faire les gens les adresses qui vont recevoir ces quantités de Arbitrum. Qu'est-ce que je compte faire pour l'Arbitrum? Est-ce que je compte hold ou vendre en DCA? Eh ben moi mon plan il est bien précis. Selon le scénario qu'on va faire, si c'est plus un truc comme le OP ici, comme le C98 ou comme le Bifi, mon plan il est clair, net, précis. Alors, si on fait un plan vraiment à la OP, on va dire le plan classique, forcément si le prix du token me convient dès le début et qu'il est à 1-2 $, je vais peut-être en vendre un petit peu. Après, il faut garder à l'esprit que le token va être sur Ethereum. Les frais vont être très chers au début, donc est-ce que c'est si smart que ça d'en vendre à 1 ou 2 $, sachant qu'il y a des chances que s'il a déjà un prix assez élevé, il se stabilise et que je peux très bien attendre 1, 2, 3 jours pour passer ma transaction avec beaucoup moins de frais sur Ethereum. Je suis pas sûr de vendre au tout début, à part si vraiment il y a un moment où il s'envole, où voilà, ça fait un petit peu comme le Coin 98, où vraiment il s'envole énormément, il fait un très gros pourcentage. Là peut-être que s'il arrive à peut-être 5, 10 $ ou plus, je pense que j'en vendrai une partie. Moi j'envisage plutôt un scénario à l'Optimism où on va stabiliser les premiers jours et ensuite on va dump. Mais à ce moment-là, en fait, je vais pas vendre. Pourquoi je vais pas vendre? Parce que il y a des choses assez intéressantes qu'on peut faire sur la DeFi, c'est accumuler du Arbitrum en shortant entre guillemets le Arbitrum. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois sur les lives sur ma chaîne YouTube. On peut parier à la hausse, parier à la baisse avec les pools de liquidité. En fait, c'est comme si on faisait un pari à la hausse, à la baisse avec un effet de levier x 0,5. Mais c'est plutôt smart de faire ça. Donc sur Bifi Finance, on peut s'exposer à cette pool en déposant que du BNB ou que du BUSD. Si je dépose du BUSD, là ça va être plutôt une position longue. Je vais pouvoir bénéficier du fait que le prix du BNB augmente. Alors évidemment, j'ai aucune certitude que le BNB va augmenter, mais c'est dans le cas où j'envisage ce scénario-là. Je vais venir déposer du BUSD et le fait d'avoir déposé que du BUSD dans cette pool de liquidité, alors derrière ça va être converti en moitié en BNB, etc. par Bifi Finance, mais on s'en fout. Nous, de notre point de vue, on n'a que du BUSD. Et si BNB augmente, les pools de
liquidité vont se rééquilibrer et du coup les impermanent loss vont être favorables pour moi, je vais avoir plus de BUSD si je veux ressortir. A l'inverse, si le BNB descend et que je dépose du BNB dans la pool de liquidité, je vais pouvoir en accumuler un peu plus. Maintenant, vous remplacez le BNB par le Arbitrum et vous avez mon scénario. On a le Arbitrum et un stablecoin, USDC, USDT, peu importe pour l'instant. Moi, je dépose du Arbitrum. Mon scénario, c'est qu'on fasse comme ici, on baisse. Et si on baisse, la pool de liquidité va se rééquilibrer. S'il y a $1 million d'Arbitrum, 1 million d'USDC et que d'un coup, le Arbitrum, il vaut plus que 500 000 $, il faut que ça se rééquilibre. Donc, il y aura moins d'USDC dans la pool et plus d'Arbitrum, logiquement. En plus de ça, il y aura les frais de transaction de la pool de liquidité qui risquent d'être assez élevés. Imaginons que, encore une fois, je fais un crack, je vois que ça se stabilise, je vois que c'est assez bas, je me dis, ok, c'est le moment où je sors. J'aurai 1750 tokens Arbi. Je sais pas exactement de combien de pourcents il va baisser, mais si vraiment ce scénario-là se réalise qui baisse, peut-être que j'en aurai 2500 une fois baissé. Et si ensuite de ça, il remonte au prix de départ, au prix où il était au début avant de se péter la gueule, vous voyez, j'en aurais 750 de plus. C'est pas déconnant. Je veux évidemment pas tout mettre sur ce short parce que, encore une fois, s'il y a un scénario à la Bifi, ça va me saouler d'accumuler un token qui fait que se péter la gueule. Mais voilà, c'est ce que j'imagine. En vendre une petite partie au départ, histoire de quand même, on sait jamais vraiment si on a un scénario à la Bifi, je serais très content d'en avoir récupéré au début. Et voilà, si j'arrive à en accumuler plus et qu'il remonte après, c'est tout bénef, j'aurai tout gagné. Imaginez que ça se passe pas du tout comme ça, Arbitrum. Le token ARB, il se passe pas du tout comme ça. Que finalement, il explose à la hausse. Il fait un x10, il va, allez, le gars qui avait dit qu'il allait à 40 $, il a raison, le token Arbitrum, il va à 40 $ et à ce moment-là, vous paniquez, vous sortez de la pool de liquidité. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse, ma petite dame. Vous rentrez avec 1750 en bas. Allez, imaginons même pas en bas, même un petit peu plus haut quand ça avait commencé à augmenter, mais que ça continue encore les prochains jours. Là, en haut, vous êtes pas bien. Là, il vous en reste plus que 1000. Il vous en reste plus que 1000. Vous en avez moins. Alors certes, ils valent plus, mais voilà, vous en aurez peut-être 1000 et ils vaudront que 1,5 $. Alors qu'à 1750 tokens, ici, ils vaudront 1 $. Donc à ce moment-là, vous avez 1750 $, à ce moment-là, vous avez plus que 1500, vous voyez. Certes, vous en avez moins, ils valent plus, mais à cause des impermanent loss, globalement, vous avez perdu. Voilà. Là, ce qu'il fallait faire, c'était du coup de mettre des stablecoins et d'espérer que le token Arbitrum monte. On pourra trade sur Binance au listing, ça va être comme le token d'Optimism, il va être listé partout, vous vous en doutez bien. C'est un écosystème qui est encore plus gros qu'Optimism, donc ouais, il va être listé partout, c'est sûr. Coinbase, Binance, Bitget, Bybit, qu'est-ce qu'on a d'autre 2 $, ça me paraît déjà énorme, je trouve, oui. Arbis de Pneumatique. Après, franchement, je vais pas vous mentir, on m'aurait demandé de tête, j'aurais dit qu'il y avait plus de TVL sur Polygon. J'étais un petit peu choqué de voir sous vos yeux là qu'il y avait que 1 milliard de TVL sur Polygon. Dans mon esprit, il y en avait plus que ça. Et du coup, il y en a 2 fois plus sur Arbitrum. C'est très étonnant. Je suis éligible, je me tâte à me précipiter, notamment avec les fees qui vont sûrement être importants. Le point qui m'inquiète est le 11% de répartition sur l'airdrop. On verra. Je suis d'accord, on verra. Mais en fait, ça change pas beaucoup de l'airdrop d'Optimism, dans le sens où au début, les tokens, c'est beaucoup de gens qui ont été éligibles à cet airdrop. On l'a vu, il y a des gens qui ont gardé l'airdrop de Paraswap, il y a des gens qui ont gardé l'airdrop d'Optimism, il y a sûrement des gens qui vont garder l'airdrop d'Arbitrum, il y en a qui vont vendre. Je vois pas un truc comme Bifi, vraiment un truc qui se pète la gueule très violemment au listing, à moins qu'il ait été listé beaucoup trop haut. J'ai 3 petits protocoles à vous montrer en ce moment sur la DeFi. Je vous en ai parlé au tout début du live. Peut-être qu'il y aura une hype sur la blockchain Gnosis, notamment parce qu'il y a un gros protocole de DeFi qui s'est déployé là-bas. Un autre protocole, qui n'est pas forcément un gros protocole, mais qui était déjà déployé sur Gnosis depuis un bon moment, c'est Hop Exchange. C'est un bridge qui vous permet d'échanger des stablecoins d'un écosystème à un autre. Et en ce moment, il y a des intérêts qui sont très élevés sur la Gnosis Chain. On a autour de 20% d'intérêt. Donc on a une grosse partie des intérêts qui sont dans le token de la plateforme. Vous voyez le token HOP. Et le reste, c'est des trading fees. Donc c'est les gens qui utilisent le bridge. Forcément, vu qu'il y a eu un regain d'intérêt vite fait pour cette blockchain-là, il y a des gens qui vont utiliser le bridge. Donc il y a des frais à court terme. Mais voilà, les trading fees vont sûrement redescendre autour de 1% dans les prochains jours. Donc ça donnerait voilà, déjà 3-4% d'intérêt en moins. Aussi, on a le token HOP qui est très volatile. Et récemment, il a bien performé. Si on regarde sur 30 derniers jours, vous voyez, il est plutôt en hausse. Il a fait quasiment un x2 d'ailleurs, même pas, quasiment un x3 si on prend le point bas ici. On a aussi évidemment Balancer et franchement, c'est
abusé pour l'instant. Vous avez 20% d'intérêt sur des stablecoins et c'est pas une petite pool de liquidité comme je vous ai montré au tout début avec LaserSwap. Hein. Là, on a 1,8 million de déposés, 19,8%. C'est pas dégueu. On a aussi une pool avec BTC, ETH et des stablecoins à 24%. C'est que des intérêts en balancer et un petit peu de swap fees, mais bon, ça c'est très négligeable. Donc, vous avez essentiellement des intérêts en balancer. Vous pouvez éventuellement long BTC, ETH hein, avec la technique que je vous ai montré tout à l'heure sur Bifi Finance. C'est totalement faisable. Éventuellement, mais là c'est très dégène pour moi, ce serait de long le GNO. Alors le GNO c'est pas c'est le Gnosis, hein. C'est pas avec cette crypto qu'on paye les frais de transaction, même si on serait tenté de le penser parce que ça s'appelle la Gnosis Chain. Non, là-bas on paye les frais de transaction en DAI, en stablecoin, c'est plutôt cool. En plus ça coûte très peu cher, c'est même pas un centime de dollar, même pas un dixième de centime, c'est très très faible les frais de transaction. Donc peut-être que s'il y a une hype sur cette blockchain, il y aura une hype autour du token GNO et du coup on pourrait long éventuellement le GNO en mettant des stablecoins dans cette pool de liquidité. Moi je suis un peu tenté mais pas trop parce que j'ai aucune certitude qu'il y aura une hype sur cette blockchain ou quoi. Mais et puis le token pèse déjà 100 millions de dollars donc c'est pas rien. Mais on sait jamais s'il y a d'autres protocoles qui commencent à se déployer sur Gnosis Chain. Là j'y songerai peut-être. Honnêtement j'y songerai peut-être. Et allez, dernière stratégie un petit peu plus dégène, c'est sur un tout petit protocole sur une toute petite blockchain que vous ne connaissez pas, c'est sûr. C'est la blockchain Telos. Voilà, personnellement je connaissais pas avant je connaissais pas avant je sais pas avant 2023 j'ai découvert il y a 1 ou 2 mois cette blockchain et il y a un protocole de prêt d'emprunt où on peut déposer en ce moment de l'USDT et de l'USDC et vous avez des taux abusés. En ce moment on a 40% d'intérêt sur l'USDT. Alors il y a assez peu de liquidité, vous voyez qu'il y a 136 000 USDT de déposés et 117 000 USDT d'empruntés. On serait tenté aussi de faire une boucle hein, parce qu'on est aussi payé en empruntant, mais c'est pas possible. Quand on dépose de l'USDT, on peut pas emprunter. Par contre, on peut déposer de l'USDC et emprunter de l'USDT. Mais bon, comme vous l'avez vu, il peut se passer un truc ultra grave, genre un dépeg sur l'USDC, donc faites attention si vous faites ce genre de stratégie. Alors, je vais pas vous mentir, avant de lancer le live, il y avait 10% d'intérêt en USDT, plus 23% en Telos. Là, ça a augmenté énormément, on est passé de 10 à 16. Ça veut dire qu'il y a plus d'USDT qui sont empruntés. Faites attention parce que si tous les USDT sont empruntés, vous pouvez pas, en tout cas temporairement, retirer vos liquidités, hein, parce que tout est emprunté, donc forcément il n'y a plus rien dans le coffre si tout est emprunté. Mais ça veut aussi dire que si tout est emprunté, les intérêts ils vont être sous cocaïne, sous héroïne, sous morphine, vous êtes pas prêts, hein, ça pourrait être pas mal. Mais risqué mais pas mal. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment. On n'oublie pas de mettre le like avant de partir et voilà, n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous, partagez. Allez, bonne soirée à tous.